Bonjour les amis, c'est Lily, c'est License to Kilt et un nouveau projet, un patchwork aujourd'hui. Un projet d'utilité pratique en cuisine ou dans la maison ou comme vous voulez. C'est de nouveau un Kilt as you go. C'est suite à une demande de quelqu'un qui suit notre chaîne qui voulait un support pour une casserole. Je ne sais pas par quel miracle, John Taylor vient de sortir un projet Kilt as you go avec du molleton imprimé exactement pour un porte-casserole. Normalement, ça doit fonctionner pour une casserole ou un gratin ou un moule à tarte standard. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a besoin pour réaliser ça. Le molleton imprimé a cette apparence-là. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien où vous pouvez acheter ce molleton-là. Il ne coûte pas cher du tout. On a un aperçu de look de notre projet, comment qu'il va être à la fin, et on a déjà sur l'étiquette la liste des matériels nécessaires pour le réaliser. Il nous faut donc un quart de mètre de 6 tissus différents. Or, si vous avez autre chose, 17 carrés de 5 inches, 6 bandes de tissu de Jelly Roll. Après, il nous faut pour la clôture extérieure et pour les poignets, il nous faudra encore 60 cm d'un autre tissu et bien entendu 1 mètre de tissu pour le dos. C'est comme un kilt, donc on le voit comme un kilt patchwork binding, donc la clôture extérieure et le dos du kilt. J'ai préparé mon moule à gratin parce qu'il a exactement les dimensions qui sont prévues sur l'étiquette du projet. D'après eux, notre housse ou porte-casserole peut contenir un récipient qui fait 13 inches sur 9 inches. J'ai mesuré le mien sans les poignées ici. Il fait exactement ces dimensions-là. J'ai préparé aussi mes matériels. Ici, j'ai les 17 carreaux de 5 inches. En fait, c'est des restes de tissus qui me sont restés après un kilt que j'avais fait en homespun. Si vous vous rappelez, je vous ai présenté l'année dernière ou peut-être en début de cette année le tissu homespun. J'avais aussi dans les restes, j'ai découpé et j'ai cousu ensemble des bandes de tissu pour obtenir carrément des bandes de Jelly Roll. Elles sont même plus longues que les bandes de Jelly Roll, mais c'est pas grave. Ce qui reste, je vais de nouveau garder pour d'autres projets. Donc j'ai les 6 bandes ici. Donc c'est des tissus de récup. Après, pour le dos, pareil. C'est du tissu qui m'est resté du même kilt pour donner une touche de couleur, un accent de couleur à mon projet. J'ai récupéré de nouveau ce tissu-là en orange. Donc vous voyez que j'ai choisi des couleurs d'automne. Puis celui-là, c'est bande de tissu qui m'est resté dans tout autre kilt et que j'ai l'occasion de recycler maintenant. Donc avec celui-là, je vais faire les poignets et la clôture finale de mon kilt. En ce qui concerne matériel technique, donc j'ai préparé pour la bobine et pour la canette une couleur assortie avec mes tissus, le pied de biche de 1/4 inch pour que je sois précise. Je me suis rajouté au cas où le cutter et un ciseau, quoique j'ai déjà tout coupé, et le fer à repasser avec le tapis de repassage, le mini tapis de repassage. Bien entendu, la machine à coudre va apparaître dès qu'il y a besoin d'elle. Première des choses, bien entendu, il faut ouvrir le paquet. Vous observez que je ne l'ai pas ouvert, hein, donc il est neuf et je vais l'ouvrir maintenant en votre présence. Hop. Vous vous rappelez certainement ce que je vous ai dit. Ah, on a une fiche des instructions ici qui est bien entendu écrite en anglais. On va la suivre. Mais dans tous les cas, la première étape est de visualiser un peu les repères qui sont imprimés sur notre molleton. Vous voyez que pour ceux qui n'ont pas vu mes autres tutoriels Kilt as you go, je vais vous montrer de nouveau. Quand on a du molleton pré-imprimé, vous voyez qu'il y a plein de tracés par ici et que chaque figure géométrique est numérotée. Ça veut dire, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5,
C'est comme une rue, il y a d'un côté les pairs et de l'autre côté les impairs, ok? Mais il va falloir suivre ces numéros, c'est-à-dire que on va coudre les formes de nos tissus correspondant aux formes géométriques qui sont tracées ici dans l'ordre de leurs numéros. On voit bien qu'ici on aura affaire au carré et les autres sont des bandes. De nouveau des carrés et après des bandes. Mais avant de commencer à coudre nos carrés, il va falloir qu'on attache le dos, c'est-à-dire le dos, il est là. D'habitude, June Taylor faisait des dos qui sont thermocollants. Je ne sais pas si c'est le cas ici, je n'ai pas trop l'impression. On va lire les instructions et on verra. Après vérification, effectivement, ce molleton, pour une fois, n'est pas thermocollant. Donc, on va attacher le dos de notre kilt ou mini-kilt avec un spray thermocollant temporaire repositionnable. Moi, j'utilise du Boin. C'est une marque française, si je ne me trompe pas. Je l'utilise depuis 7 ans maintenant et je ne le changerai pas. Là, on va retourner notre molleton. J'ai préparé mon dos, le tissu qui va faire le dos de mon kilt et on va voir, c'est très intéressant. Tiens, ça nous permet de découvrir le spray temporaire thermocollant. C'est une autre méthode de faire le sandwich dans un kilt, sauf que attention, ça marche pas quand même pour les gros kilts, ça tient pas assez, mais pour des mini projets comme celui-là, je pense que oui, il n'y a pas de souci. Je mesure d'abord, je vais comparer pour voir que j'en ai assez de tissu pour couvrir tout mon molleton et j'en ai. Et après, avec mon ciseau, je vais découper sans trop me soucier de l'exactitude, à peu près le surplus de tissu. Parce que c'est plus facile à manœuvrer cette affaire si on n'a pas trop de matériel à bouger. Donc, j'ai vérifié mon tissu, je l'enlève. Vous observez que le homespun n'a pas vraiment un droit et un vert, donc peu importe de quel côté vous le mettez. Par contre, si vous utilisez un tissu qui a un droit et un vert, vous allez le mettre avec l'endroit vers vous, donc pas vers le molleton. Je mets bien à plat mon molleton, je prends la bombe. Attention, moi j'ai une porte ouverte à côté de moi, donc on va vous sprayer avec de la colle en bombe comme ça ou d'autres substances. Gardez une bonne aération dans la pièce, ok? Et donc on va pas s'approcher trop, on va laisser une petite distance, 10 à 20 cm, et on va faire comme ça. Cette colle ne sèche pas tout de suite, donc on a le temps de faire notre travail tranquillement. Encore une fois, l'endroit vers vous. Et on va juste aller et aplatir avec les mains. Et donc c'est repositionnable. Vous voyez ici, j'aime pas trop comment il s'est assis mon tissu. Donc je peux le retirer et le repositionner. Prenez le temps de faire ça correctement parce qu'une fois que vous retournerez après votre molleton, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà, j'ai bien étalé mon tissu sur le molleton. Ok, maintenant je vais le retourner avec ce qui est l'endroit du molleton. Je vais essayer aussi encore de m'en assurer qu'il n'y a pas des plis en dessous. Et comme mesure supplémentaire de précaution, je vais mettre quand même quelques épingles à nourrice. Chat échaudé craint le froid. Je ne vous dis pas comment j'ai appris ça. Je vais juste en dehors, donc à l'extérieur du design, je vais mettre quelques épingles pour que je sois absolument sûre que mon affaire ne bouge pas. Un autre constat que j'ai fait, la bordure extérieure doit être coupée en billets. Comme je l'ai mise à l'extérieur, les épingles ne vont pas me gêner quand je vais commencer à coudre. Je place mon premier carré, j'ai ici numéro 1. Celui-là, je fais que le placer, d'accord? Éventuellement, pour être sûr qu'il ne va pas bouger, je vais lui mettre une épingle, voilà, où j'attrape toutes les couches, d'accord? Et donc l'autre, le numéro 2, je le retourne, il va tomber sur cette ligne-là. Et je vais coudre le numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Allez, on va déjà coudre les deux premiers. Simple point de couture droite à 1/4 d'inch, d'accord? Et je vous conseille aussi d'utiliser par contre la longueur de point à 1,8
Vous voyez que j'ai roulé mon kilt pour qu'il puisse entrer dans l'espace que j'ai ici de la machine à coudre. Donc je l'ai roulé et je le sors doucement en le tirant vers moi. Je le ramène sur la table. On va voir si celui-là est bien cousu et il l'est. On le retourne. On presse un peu avec les doigts notre couture. J'enlève pas encore l'épingle parce que j'ai à coudre maintenant le carré numéro 3 de l'autre côté de mon numéro 1. Voilà, je vais le mettre endroit contre endroit et donc pour que ça me tombe toujours de moi je suis droitière, je vais retourner mon projet pour que la couture que j'ai à faire tombe sur ma main droite. C'est tout simplement pour ça. Et donc, je vais réintroduire maintenant mon projet dans le bras de la machine à coudre. Je vais le faire glisser sous le pied de biche. Et on va coudre pareil, un quart d'inch. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'attache tous mes carrés à droite et à gauche du premier carré. Voilà, la première série des carreaux est cousue. Il y en a 9 carreaux ici. Je veux juste vous signaler que les dernières, je les ai appliquées très près du bord, donc à moins d'un quart d'inch, une couture, pour qu'il ne parte pas en vadrouille, donc qu'il soit bien droit. Et maintenant, le numéro 10 est là et on a affaire à une longue bande. Donc, je vais coudre numéro 10 et numéro 11. Et sur le même principe, après, je vais attacher numéro 12 et numéro 13. Et puis, je vous revois tout de suite après, dès que je suis arrivée à ce point-là. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai appliqué les carreaux centraux. J'ai mis les deux bandes de tissu Jelly Roll si vous en avez, sinon vous improvisez comme moi, deux à droite, deux à gauche. Et maintenant, je dois vous expliquer le pas suivant et pour ça, il faut se rapprocher un petit peu pour voir de près le molleton. La phase suivante est d'attacher la droite et la gauche ou l'inverse à côté des bandes. Sauf que on voit bien qu'ici, il nous faut des carreaux. Des carrés. Alors, comment faire pour les appliquer? On a l'explication dans l'imprimé. Vous voyez ces lignes pointillées ici. Ça veut dire que les carrés qui doivent faire un seul segment, numéro 15, ces carrés doivent être cousus à l'avance avant de les appliquer. C'est ce que j'ai fait. Donc, la pièce numéro 14 et pièce numéro 15, c'est ça en fait. Donc, j'ai cousu à l'avance. J'ai rien repassé. Le patron m'interdit de repasser quoi que ce soit à l'avance pour ne pas distorsionner le tissu. Donc, j'ai cousu 4 carrés pour les pièces numéro 14 et numéro 15. La seule chose que je vais faire pour mieux les appliquer, pour que ce soit plus facile, je vais juste ouvrir un tout petit peu les coutures. Et je vais presser avec mon doigt. C'est tout ce que je vais faire. Que ça. Voilà. Et donc, je vais faire ça pour toutes les coutures que j'ai entre les carrés. Ça s'appelle finger press. C'est une sorte de repassage. Une fois pressés, je vais les retourner et je vais les appliquer ici de la même manière, comme si c'était un seul tissu, de la même manière que j'ai appliqué les autres pièces jusque-là. Je vais vous montrer quelque chose qui est très important. Vous allez voir quand vous attachez les pièces que le tissu aura tendance à se décaler comme ici par rapport à la ligne de placement. Il est très important de suivre cette ligne de placement. Donc, il ne faut pas vous laisser faire. Vous attrapez le tissu et vous le rapprochez de la ligne. Et après, vous mettrez le suivant et vous cousez. Il faudra peut-être s'arrêter assez souvent parce qu'il a tendance à partir en arrière à chaque fois. Vous voyez? Donc, je le prends et je l'approche de ma ligne. Je mets l'autre par-dessus et après, je peux coudre. Donc, il ne faut pas le laisser faire ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Me voilà à la dernière phase de patchwork. J'ai mis les carrés que je vous ai parlé tout à l'heure. Et maintenant, ce qu'il me reste, c'est juste attacher les pièces 16, 17, 18, 19 qui consistent dans de nouveau des bandes de 2,5 inches de largeur
Voilà, j'ai fini la partie patchwork. Maintenant, j'enlève tous mes épingles et je les remets dans leur boîte. Maintenant, nous avons le droit de repasser, mais avant de repasser, on va regarder le dos, voir s'il y a quelque chose qui a bougé. Bah non. Le matelassage est parfait. C'est normal d'avoir ces fils derrière. Ne vous inquiétez pas, quand tout sera fini, on va les couper. Donc ça s'enlève, il n'y a pas de problème. On revient à l'endroit et on va repasser. Alors, avec le fer à sec. Ça, c'est très important. Pas de la vapeur. Voilà. Maintenant, il va falloir découper notre caddie. Et comment qu'on va faire ça? Ici, vous voyez, il y a des lignes extérieures qui sont pointillées, mais différentes des autres qu'on avait vues auparavant. Et ici aussi. Il faut découper sur ces lignes-là. Et donc, au coin, ici, ça fait une courbe. Je vais commencer à une extrémité parce que c'est droit et c'est plus facile pour moi de couper avec la règle et le cutter rotatif. Voilà, donc j'ai détaché ça. Après, je vais continuer au ciseau. Donc, je vais enlever ça et je vais suivre cette ligne-là. Donc, je vais vous montrer un des coins, des courbes. Après, vous allez faire pareil pour toutes les 4. Si ce n'est pas parfait sur les marques, ce n'est pas bien grave. Voilà. Vous voyez que je découpe en dessous le tissu et vous allez voir pourquoi que je fais ça. C'est le seul moyen pour voir la ligne, mais en même temps j'aurai un surplus ici. Donc pour l'instant faites ça et je vous montre après l'intérêt de cette manœuvre. Donc j'ai coupé en dessous jusqu'à ce que j'ai trouvé de nouveau que la ligne est droite, ok. Et ici je vais faire un peu de place et donc je vais couper droit. Voilà. Et je vous montre tout de suite pourquoi j'ai fait ça comme ça. Donc on va le renverser. Et donc quand on aura dépassé les 4 coins, on pourra enfin découper l'excès. On aura cette coupure qu'on avait fait au ciseau comme repère pour couper tout l'excédent de tissu après. Parce que si on laisse le tissu couvrir la ligne pointillée ici, on la voit pas. Donc on est bien obligé d'écarter et de couper un peu sous le tissu. Et cet excédent-là, on va l'écarter après. Voilà, j'ai découpé. Ce n'est pas encore la forme finale, donc il est un peu bizarre et c'est normal. Et maintenant, on va le retourner. Et voilà tout l'excédent de tissu qu'on va enlever au ciseau. Et comme ça, on aura la forme prévue pour ce mini kilt. Le voilà, notre porte-gratin, porte-casserole, porte-tarte, pour ce que vous voulez, casserole, est prêt pour la bordure finale. Mais ça ne sera pas encore la fin parce qu'après la bordure finale, il faut qu'on lui mette les anses, les lanières. La bordure extérieure, comme je vous ai dit, doit être coupée en billets parce qu'on a affaire à des courbes. On ne commence jamais dans les courbes ou dans les coins, on commence d'un côté. Donc on va mettre notre billet endroit contre endroit. On va commencer vers ici par exemple. Là, on va le plier un peu. Si vous voulez, vous pouvez toucher au fer à repasser. Vous cousez à 1/4 de inch tout autour des bords. Les coins droits, vous les tournez comme dans un kilt classique, un angle droit. Et puis les courbes, le biais va les prendre facilement parce qu'il est courbe. Voilà, hein, il est élastique. Je voulais quand même vous montrer comment on prend les virages, les courbes. Donc vous voyez, j'ai cousu jusque là en ligne droite et ici j'ai rencontré une courbe.
Notre avantage est que le biais est élastique et donc on ne va pas le bouger le biais, mais la courbe aussi, celui-là il est un peu élastique parce que du coup il est coupé un peu en biais aussi. Il faut juste bouger notre kilt et tirer sur la courbe pour qu'elle devienne plus droite. On va faire plusieurs arrêts, hein, doucement, on va doucement et on respecte le quart d'inch, centimètre par centimètre. On s'arrête autant de fois qu'on a besoin, il n'y a pas de concours ici. Je tire sur la courbe pour qu'elle devienne parallèle à mon biais. Je bouge de nouveau, je redresse mon kilt en dessous. Voilà, je le bouge de nouveau, je tire sur la courbe et on y est presque. Encore un peu. Et à partir de là, on est de nouveau en ligne droite. Donc voilà, c'est pas compliqué. J'ai fait le tour de mon caddie et j'approche la fin, là où j'ai commencé. Vous voyez là où on avait plié vers l'intérieur notre bordure. Et je vais mesurer, je vais laisser une queue de celle-ci, donc le deuxième bout de ma bordure. Autant qu'il dépasse un tout petit peu quelques centimètres sur celui-là. Donc par là, je vais couper. Je peux couper droit, ça n'a aucune importance ici. Et après, je vais finir ma couture normalement jusqu'ici. Voilà, je vais juste aller un petit peu en arrière et c'est bon. Pour la suite, comment on ferme une bordure, je vous invite de revoir un de mes premiers tutoriels, faire un mini kilt du début jusqu'à la fin avec Lily et vous allez voir là-bas comment on termine la bordure. Moi, je vais la terminer et on se revoit pour les lanières. La bordure est posée, on approche la fin de notre caddie, voilà comment qu'il se présente maintenant. La dernière chose qu'il nous reste à faire et qui est très importante, c'est les lanières, donc pour qu'on puisse le porter. Les lanières, moi j'ai choisi un tissu, le même tissu que pour la bordure, et puis tout le molleton que j'avais découpé autour de mon caddie, j'ai réutilisé. Voilà, j'ai des morceaux ici qui font une largeur de 2 inches et la longueur est de 60 inches pour le molleton, donc 2 inches sur 60. Et puis pour la bande en tissu, c'est 3 inches sur 60. Voilà les dimensions. J'ai découpé, j'ai réutilisé des morceaux jusqu'à ce que j'ai eu la longueur qu'il me faut. Et après, je l'ai repassé en deux sur la longueur, bien sûr. Je vais vous montrer comment on fait la lanière. Je précise que je n'ai pas, à partir de là, je n'ai pas suivi les instructions fournies avec le molleton parce que ils me paraissent un peu confuses. Ma bande, je vais la plier en deux, endroit contre endroit, endroit contre endroit, ça c'est très important. Et je vais coudre les deux bouts ici de manière à obtenir un cercle comme ça. Voilà, donc un cercle continu, on va dire, d'accord? Donc nous avons obtenu un cercle. Comme il est déjà repassé, il nous faut juste presser un tout petit peu cette couture au doigt, finger press, juste pour que on puisse profiter de notre couture qu'on avait fait avant. Maintenant, dans ce cercle-là, dans ce tube, enfin c'est un tube finalement, on va insérer le molleton, d'accord? Et je vous explique comment, donc c'est vraiment des chutes, hein. Qui vous dit qu'il ou elle ne réutilise pas les chutes de molleton ou de tissu, vous ment, donc ça n'existe pas. On va centrer notre molleton sur la bande de tissu, c'est pour ça qu'on a tracé avec le fer à repasser ce pli là. On va les plier les deux
rebord, les deux bords du tissu vers le milieu et encore une fois comme ça. Ok, et on va coudre au milieu. Donc on va les faire se toucher au milieu. Et je vous présente cette méthode pas pour rien, hein, parce que j'ai une surprise pour vous, pas tout de suite. Hein. Le prochain projet, je pense, ça va être quelque chose de très intéressant qu'on va réaliser exactement comme ça. Donc je vais mettre ça sur le pied de biche. Ça fait pile à peu près, bon, assez bien la largeur de mon pied de biche, donc je peux viser le milieu facilement. Alors, je vais prendre sans vitesse 2-3 points. Stop. Voilà comment on procède. On va rapprocher les bords au milieu et on va le plier. Et on va faire peut-être 7-8 cm à la fois. On ne se presse pas. Voilà. Et on fait ça sur tout le pourtour de notre lanière. Et après, il nous reste qu'à l'attacher à notre caddie. Là où le molleton va s'arrêter, je vais juste continuer avec l'autre chute. Je la mets juste comme ça, à côté de l'autre et je continue. Ça ne va pas se voir parce que c'est à l'intérieur. Voilà la lanière toute cousue. Pour plus de solidité, après avoir fait la couture au milieu, j'en ai fait encore une des côtés, de chaque côté. Donc j'ai 3 coutures au total, en conformité avec les instructions qui se trouvent dans la fiche du patron. J'ai centré notre lanière au milieu du caddie. On voit bien qu'elle a donc le tour de 60 inches. Ça touche quasiment, ça fait en fait la largeur de notre caddie. On va essayer de le centrer pour le mieux et on va lui mettre des petites coutures là où il y a des autres coutures aussi. On va mettre des épingles. On va lui faire 1, 2, 3, 4 coutures pour qu'il soit bien en place. Voilà, le porte-casserole est prêt et fini. Donc j'ai mis plus de couture que prévu. J'ai peur que ça ne tienne pas, mais ça va tenir. Mais bon, ça c'est... je suis comme ça. Vous allez mieux les voir sur le dos. Voilà mes coutures de renforcement pour les lanières. Et puisque je l'ai retourné, on va tester notre caddie. Voilà la preuve ultime. Et bien, le voilà. Moi, je pense que c'est hyper chouette. Franchement, ça fait campagnard, ça fait savoyard. Et je vais juste le retourner un peu pour que vous voyez aussi le fond. Donc, et je peux vous dire, je le sens à la main. Il est vraiment très solide. Hein. Je verrai bien ce moule à gratin rempli d'un gratin dauphinois ou peut-être des lasagnes fait maison. Moi, je l'ai fait maison. Mais la surprise que j'ai pour vous en ce moment, ce caddie-là ne va pas rester avec moi. Va être mon cadeau de Noël pour vous, mes amis qui me suivaient depuis maintenant quelques bonnes années. Il y aura un tirage au sort le 1er décembre. Tout ce qu'il faut faire pour gagner ce caddie qui sera signé par moi à l'intérieur. Donc, il y aura ma signature quelque part ici. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo et nous allons tirer au sort le 1er décembre un gagnant qui sera annoncé sur la page Facebook License to Kilt. Et je voudrais m'y prendre tôt cette année parce que je voudrais que ce cadeau arrive chez son nouveau propriétaire à Noël. Donc, tirage à sort le 1er, expédition, je vais contacter la personne moi-même par message privé pour lui demander son adresse et je vais l'expédier et comme ça, il l'aura sur sa table de Noël s'il veut. Donc j'espère que ça vous plaît. On a beaucoup bossé aujourd'hui, mais ça a mérité. Il est vraiment, je vous promets que la vidéo ne lui fait pas justice. Il est tellement beau que j'aurais du mal à m'en séparer, mais je vais me faire un autre. Bon, allez, à vous les amis. Salut!